Ce soir est consacré à la santé mentale, notamment à la santé mentale des femmes et des jeunes filles issues de l'immigration. Alors, comme nous savons, hein, l'immigration, c'est une étape marquante de la vie, souvent accompagnée de nombreux défis. Notre conférence de ce soir mettra donc en lumière l'importance de prendre soin de sa santé mentale en abordant les aspects des pressions sociales, culturelles, économiques spécifiques auxquels les femmes migrantes peuvent faire face en Ontario. C'est donc Marie-France Louis, qui est psychologue clinicienne de l'Ordre des psychologues du Québec, ainsi que de l'Ordre des psychologues de l'Ontario, qui va être notre experte ce soir. Alors, le parcours de Marie-France a débuté en France, où elle a fait ses études en psychologie clinique avant d'immigrer au Canada. En contexte d'immigration, son approche psychothérapeutique psychothérapeutique, pardon, intègre les éléments de l'approche transculturelle dans le but de travailler vraiment sur les différents défis liés à l'immigration. Alors, Marie-France, je te cède la parole et je nous souhaite de beaux échanges. Merci beaucoup, Georgette, et merci à tout le monde d'être là. Euh, Comme vous avez entendu, moi-même, je suis issue de l'immigration. Et quand je parle aux gens, deux fois, je me dis, surtout à mes collègues, deux fois, je me dis, face à certains problèmes, il faut que j'ai besoin de me poser la question. D'abord, je vais vous dire une chose. Oui, mes études, je les ai faites en France. J'ai fait aussi quelques études au Canada pour l'équivalence, pour que mon titre soit reconnu. Mais sinon, je suis d'origine congolaise, RDC, qui est un pays de l'Afrique centrale. Donc, des fois, quand je parle aux gens, des fois, face même à certains défis familiaux, il m'arrive des fois de dire, vous savez, face à ce problème-là, je me suis posé la question, j'ai réfléchi en congolaise, en immigrante canadienne ou française. Donc, je dois décider sur je le, comment est-ce que je considère ce problème-là, comment est-ce que je l'analyse, sur base de quel bagage culturel. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à cet aspect justement d'abord de la culture, la santé mentale pendant mes études en France parce que je m'étais retrouvée dans une situation où pendant que les professeurs expliquaient, moi, chaque fois dans ma tête, je me disais, oh non, chez moi, je ne dirais pas ça. Oh non, chez moi, je ne ferai pas ça. Non, chez moi, ça ne se ferait pas comme ça. Donc, en même temps, je suis en train d'apprendre et disons, on me montre comment il faut que je travaille et dans ma tête, s'il y a un conflit, un discours, on dit non, si je suis face à quelqu'un issu de la culture congolaise, je ne dirais pas ça. C'est moi qui paraîtrais étrange plutôt en disant ça. Et petit à petit, en posant des questions à gauche, à droite, vraiment, c'était un long processus de raisonnement personnel. En ce moment-là, je ne pensais pas que je me retrouverais un jour à faire des webinaires sur la culture, la santé mentale. Je n'y pensais pas du tout. Mais j'ai eu la chance de travailler de faire des stages en France dans un hôpital l'hôpital d'Avicenne où la directrice du service psychiatrique est aussi une femme issue de l'immigration. Ben, elle est arrivée en France à 2 ans. Donc, elle vivait un peu ces conflits, entre guillemets, intergénérationnels où elle est beaucoup plus française, mais ses parents ne le sont pas vraiment à 100%. Donc, et c'est là que j'ai fait mes premières contacts, apprentissages, disons, avec l'approche transculturelle. En arrivant au Canada, quand j'ai appris que ça existe aussi, cette approche, j'étais très contente, même si je ne travaille pas avec eux, mais en sachant quand même que ça existe, je me suis dit, ah, OK, donc il y a aussi des gens qui pensent un peu comme moi, que la culture est quand même un élément important dans la santé mentale. Et ici, on ne va pas parler de la culture, on va parler beaucoup plus de l'immigration. Mais dans l'immigration, il y a justement la culture aussi qui entre en jeu parce que quand on parle de la santé des gens, on ne parle pas des personnes on ne parle pas d'une page blanche où on va justement tout simplement euh, euh, commencer à parler de la santé mentale. On va parler de la santé mentale des immigrants. On a besoin de savoir
quelque chose, disons, pas savoir, mais prendre, pas savoir la culture de la personne, mais savoir au moins que cette personne a une autre façon de penser peut-être qui est différente de la mienne. On n'a pas besoin de connaître toutes les cultures du monde, sinon on dirait que pour soigner les malades, il faut avoir souffert de toutes les maladies pour pouvoir les soigner. Donc ça, c'est un peu juste une petite histoire pour vous expliquer comment est-ce que j'en suis venue à m'intéresser à ces sujets de santé mentale. Et puis, de santé mentale et de l'immigration plutôt. Je voudrais tout simplement dire, si jamais il y a des gens qui ont des questions, comme Georgette a dit, vous pouvez les poser, mais moi, en partageant l'écran, je ne vois pas. Donc, faites-moi signe, s'il vous plaît, si jamais il y a des questions ou des commentaires. Merci. OK. Pourquoi la pertinence de ce sujet? C'est que on sent au Canada, comme vous pouvez voir, le- l'immigration, c'est quand même un phénomène réel. On a eu d'ailleurs à voir même depuis que moi je suis au Canada, j'ai vu des vagues, au moins deux ou trois vagues d'arrivée, des gens qui venaient des pays en guerre, genre la Syrie. Il y a eu la Syrie, il y a eu dernièrement l'Ukraine, tout ça. Mais pour dire que c'est quand même, il y a la population est en train d'augmenter. Le pourcentage, disons, de personnes issues de l'immigration est en train d'augmenter. Comme vous avez vu là, on estime d'ici 2026 avoir 26% de la population canadienne. 26%, c'est quand même un chiffre pas à négliger. Et on voit comme ça monte de 2011 à cette estimation de, disons, 2011 à 2021, déjà, il y a 3% à peu près. Et puis, ça augmente et ça risque d'augmenter encore plus dernièrement. Si vous suivez les nouvelles, on a eu même une crise un peu de, de l'immigration de la catégorie qu'on appelle étudiants internationaux, où on a dit le pays en a accueilli plus que il pouvait. Donc, c'est un sujet important. Et puis, l'immigration, c'est une réalité hétérogène. C'est pas parce que les gens sont venus disons, les gens sont issus de l'immigration qu'ils vont vivre la même réalité. J'ai pas voulu séparer différentes sortes d'immigration, mais on peut quand même en parler. Quelqu'un qui est réfugié, par exemple, ne va pas vivre forcément la même réalité que un immigré économique ou un immigré de la catégorie genre travailleur qualifié ou un immigré qui arrive déjà comme résident. Et, les réalités ne sont pas les mêmes. Et puis, même dans la catégorie, dans une même catégorie, les réalités sont encore aussi différentes. Ouais. Donc, comme il n'y a pas vraiment une culture, une origine, un parcours, comme je l'ai dit, mais des origines, des cultures, des histoires, des parcours riches ou pauvres et divers. Donc, tout ça, ça impacte quand même le parcours de la personne. Dans le langage quotidien, disons, dans la conception un peu générale, souvent on va parler de ben, l'immigration, ça commence par on a eu un visa, puis on est arrivé dans le pays d'accueil, on a un logement, on a un travail, on est bien. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas même pour quelqu'un qui a apparemment un équilibre. Ça ne suffit pas. Il y a d'autres éléments à prendre en compte. Et ici, justement, on parle de tous les processus. Euh, qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a fait partie du processus? Quels sont les éléments qui ont impacté justement les processus? Comment est-ce que ces éléments ont affecté la personne? Et selon les origines de la personne, est-ce que ces processus-là a affecté la personne seule ou la personne et sa communauté, surtout pour les personnes qui viennent de, de systèmes qui sont encore des sociétés qui sont encore assez
communautariste, communautaire, disons. Donc, c'est pas juste un individu qui immigre, c'est un peu comme la société d'une certaine manière ou l'ombre de la société qui immigre euh, avec, euh, avec la personne. Donc, si c'est une situation hétérogène, donc il y a aussi des défis dont on a besoin qu'on a besoin de prendre en considération. Donc ici, moi, je veux vous demander, c'est un peu comme une mise en situation, je demande, est-ce que vous avez déjà eu une expérience d'un déménagement, juste un simple déménagement ou des changements de ville ou des changements d'expérience, changement de carrière, quelque chose où il y a quelque chose où il y a eu un changement et comment vous vous êtes senti? Là, je vous laisse la parole pour voir si, disons, sentez-vous libre de partager un peu vos expériences ou les expériences des personnes, disons, soit votre propre expérience de déplacement, soit l'expérience de quelqu'un de proche qui s'est déplacé, comment vous avez vécu ça, soit vous qui bougez ou quelqu'un de proche qui bouge. Moi, pour répondre à ta question, Marie-France, je suis installée au Canada depuis, il faut que je réfléchisse à chaque fois, depuis plus de 10 ans, on va dire maintenant. Donc oui, j'ai vécu un grand déménagement. Euh, Au Canada, j'ai déménagé également plusieurs fois. Donc oui, je peux effectivement dire que je connais la sensation de déménager, même si à chaque fois ça a été quelque chose de volontaire. Je peux dire qu'on se sent quand même un petit peu déboussolé, même quand on déménage d'une ville à une autre. J'étais à Toronto, maintenant je suis à Hamilton, c'est pas si loin que ça, mais il y a toute une prise de repère à réapprendre. De la même façon, quand je suis arrivée il y a 12 ans de France au Canada, là, ça a été un grand saut. Et puis, il y a eu tout un nouveau, toute une nouvelle communauté à apprendre, de nouvelles habitudes également à, à adopter, à réapprendre. Oui. Donc ça, c'est mon expérience. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent également partager l'expérience du déménagement d'une ville à une autre, d'un pays à un autre? Donc, dans ce que vous partagez là, on sent déjà, il y a le- la sensation d'être déboussolé un peu, même si c'est volontaire. Ouais, Mhm. même si c'est volontaire. Mélanie, je vois que vous avez ouvert la caméra. Oui, je Vous peux voulez dire que partager? moi, ouais, j'ai parti d'une petite ville, puis je me suis installée dans l'Ouest canadien, dans un monde anglophone, donc j'étais perdue. Puis aussi, j'ai eu, dans mon domaine où ce que je vis, j'ai vu beaucoup de familles venir de beaucoup d'en dehors d'autres pays comme l'Afrique. Et ouais, puis j'ai vu le déboussolement, l'ajustement et le tout, là, je dois juste dire. Ouais, donc, le sentiment d'être perdu, ouais. Ben, je me suis sentie perdue quand j'étais perdue là-bas, oui. Parce que veux pas, quand t'es jeune, tu vis dans une petite communauté, tu te ramasses, que tu connais les gens, puis là, tu t'en vas dans une classe anglophone, que tu connais pas, puis tu n'as pas été à l'école avec les gens, tu n'as pas connu. C'est beaucoup pour une personne à saisir, puis ouais, c'est ça. Ouais. Donc, il y a un sentiment de perte de repère, un peu d'une certaine manière. On doit comment, s'habituer à quelque chose de nouveau. Les habitudes sont perdues un peu. euh, on se retrouve différent, en fait. D'autres éléments. Et je suis quand même curieuse. Et dans le cas de quelqu'un de proche qui voyage ou qui se déplace, pas vous qui vous déplacez, mais quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui déménage ou quelqu'un d'autre qui voyage? Qui déménage ou voyage, en tout cas qui part, qui part quelqu'un de proche qui part, vous restez, mais c'est une personne proche qui se déplace. Et moi, je dirais quand je suis partie, euh, après, il y a un sentiment, ma famille est restée,
mes frères et sœurs, suite à mon départ, et c'est comme s'ils vivaient un manque. Quelqu'un qui s'en va, ils ont vécu ça comme un manque, même encore une fois, si c'était quelque chose de réfléchi, de programmé. Mais Mm. Mm. Donc, il y a un vide qui se crée. mhm, Mm. Et ça, c'est important à prendre en compte parce que il y a un peu ce que je disais, la personne se déplace, mais il y a un peu l'ombre de sa communauté ou de sa réalité qui voyage avec elle ou qui se déplace avec elle. Euh, on va passer. Merci pour vos partages. Je vois, euh, je vois que vous faites entrer les gens, hein, parce que je vois quelqu'un qui a... OK, d'accord. Parce que vu que je suis co-host, je me disais, est-ce que c'est oui, moi qui fais ça ou pas? OK, donc ici, on va parler des objectifs un peu de notre webinaire. C'est pour plus apprendre un peu sur... euh, apprendre, je vais dire, en réfléchissant ensemble, bien sûr, sur les différents impacts de l'immigration, identifier les défis qui sont liés à la santé mentale, parce que dans l'immigration, quand on parle du processus d'immigration ou quand on parle des nouveaux arrivés, on va pas souvent évoquer l'aspect de la santé mentale. Souvent, tu as un logement, tu as un travail, c'est bon. C'est important. Je suis pas en train de dire que ça, c'est pas important. C'est quand même important. On a besoin d'avoir un logement, on a besoin de, de se prendre en charge, mais ça ne suffit pas toujours et ça ne suffit pas souvent. Alors, ça va permettre de réfléchir un peu à cet aspect de la santé mentale à partir de sa propre expérience et puis ou celle de d'autres personnes et prendre conscience, mettre les mots sur l'expérience ou sur son vécu et surtout savoir qu'on n'est pas seul. Parce que ce qui amène souvent au problème de santé mentale, c'est le fait de penser qu'on est seul dans sa situation et qu'on garde, on se dit, mais c'est fort. Moi, j'entends souvent ces phrases-là mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. C'est pas grave, je vais m'en sortir. Mais en même temps, quand on pose la question à la personne, mais c'est pas grave, vous allez vous en sortir comment? Il dit, ben, non, je sais pas, mais ça va aller. Donc, la personne, c'est comme des phrases un peu pour s'encourager, mais euh, il n'y a rien qui est mis en place au-delà de ça, de cet encouragement personnel. Là, je vais arrêter le partage du diapo. Je vais faire je vais vous montrer une petite, juste une illustration. Ce sont malheureusement des vidéos francophones pour, disons, en lien avec l'immigration. La plupart sont, je les trouve plus du côté du Québec, qui est du côté, en français, je vais dire, que du côté de l'Ontario, mais ça ne change rien du fait que ça reste quand même une expérience d'immigration, même si c'est dit par d'autres personnes, même si c'est vécu par, disons, c'est une expérience d'une autre province. Donc, vous allez entendre qu'ils vont beaucoup plus parler du Québec et non du Canada. Ben, on considère que le Québec fait quand même partie du Canada. Vous allez me dire si vous avez les sons. Je vais partager maintenant. En principe, vous devez écouter, avoir le son aussi. Attendez. oui. Pour mes enfants, j'irai n'importe où. Je voulais pas qu'ils galèrent comme nous on a galéré.
j'ai fini mes études en 93. Mais ce temps-là, c'était le terrorisme, les années noires de l'Algérie. Et là, donc, on a vu tout notre avenir passer. On n'a rien pu faire. Quand on voit que 10 ans de sa vie est parti, quand on a des enfants, on réfléchit à 2 fois. Quand on est arrivé au Québec, il n'y avait pas de travail. Non, mon mari est reparti après 1 mois et demi. Et donc, je suis restée seule avec mes 2 garçons. J'ai fait une dépression quand je suis arrivée ici, après ça. Après le départ de mon mari, j'ai essayé de tenir, hop, j'ai éclaté. J'ai été directement au CLSC. J'ai demandé de l'aide. Presque toutes les cartes que j'ai, ils parlent sur la famille, sur l'amitié, sur l'amour. Et c'est des choses que vraiment j'essayais que mes enfants puissent apprendre aussi, que c'est vraiment important la famille. Qu'avec la famille, si nous sommes vraiment unis, même avec toutes les épreuves que nous pourrons vivre dans notre chemin, nous pourrons être de bonnes personnes aussi. Je suis enseignante d'éducation primaire à mon pays. J'ai travaillé avec l'armée à mon pays et pendant les années de la guerre civile, j'avais peur de mourir parce que j'étais suivie pour la subversion. C'est pour cette raison que je suis traversée le Mexique illégal et traversée à pied le désert pour arriver à San Diego, dans laquelle j'ai vu beaucoup de choses difficiles. Le Seigneur m'a protégée. Il y avait des autres personnes qui sont décédées. Je suis arrivée ici et j'ai demandé les réfugiés politiques. Papa de Jessica et David, il est d'origine guatémaltaise et je me suis mariée ici au Québec. Et je suis divorcée de lui quand Jessica elle avait 6 ans. Et c'est-à-dire que j'ai commencé à vivre beaucoup la violence conjugale avec lui. Et j'ai vécu aussi un petit peu de difficultés avec mes enfants parce que j'étais seule ici, je n'avais pas aucune personne pour m'aider. Mes enfants, ils souffraient un peu d'anxiété, surtout l'aîné. Il avait des tics parce que maman est malade, papa n'est pas là. C'est comme si qu'ils étaient seuls, qu'ils avalaient. Et je voyais que mes enfants étaient stressés. Je voyais dans leur comportement. Mais déjà de mettre des mots sur ça. Quand vous voyez des spécialistes, par exemple au transculturel, ils arrivent à expliquer c'est quoi le fait de vivre ici, c'est quoi le fait que papa ne soit pas là, c'est quoi que le fait que maman est malade et qu'elle se bat tous les jours juste pour leur bien-être. Ça a aidé beaucoup mes enfants aussi à s'adapter et moi aussi à tenir. Petit à petit, les enfants arrivaient à mettre des mots sur ce qui les dérangeait. Parce que chez nous, on n'est pas très expressif. Et j'ai pris beaucoup de médicaments. J'ai pris Effexol, Wilbotren, Paxil. C'est Paxil qui m'a donné beaucoup d'effets secondaires, que j'ai pris beaucoup de poids. C'est-à-dire que je restais vraiment blessée avec tout ça et c'est comme si la violence aussi de ma famille, tous les trajets que j'avais fait, c'est comme si ça avait réveillé. Je l'avais dans une petite boîte et comme si ça éclaté et c'est là que j'ai commencé avec une grosse dépression et un stress post-traumatique. Je n'étais pas capable d'avoir aucune personne en arrière moi, j'avais peur de tout, je faisais des crises et quand je suis rendue au groupe transculturel,
Il me disait des trucs que je devrais faire et c'est ça que j'avais fait. Et ça m'a aidé beaucoup, beaucoup. Le premier rendez-vous que j'étais au centre transculturel et je me disais, je n'avais pas la force, j'étais déjà fatiguée, épuisée pour continuer à me battre. Et le docteur Rachel m'a dit une fois, il m'a dit, non, je vois que dans ton intérieur encore il y a la force. Et aussi, il m'a dit que j'avais le courage si j'avais passé toutes ces frontières pour arriver ici. J'avais encore la force, et oui, c'est vrai. Ça, c'est mes deux filles. Negin, elle est d'origine iranienne et guatémaltèque. C'est vraiment beau Une vraie anniversaire. québécoise. Merci. Esta situación en la que no sé si seguir o quedarme acá es difícil saberlo sabiendo lo que me falta para huir sin dejar de tomar. Parce que c'est difficile de vivre loin comme ça. Oui, c'est très difficile. On s'inquiète. On est tout le temps inquiet. Ça s'arrête pas. J'ai cogné aux portes. Et ces portes m'ont été ouvertes. Parce qu'il y a des gens qui n'osent pas le faire. On est dans un pays quand même qui est compréhensif, qui a quand même des gens compétents. Et on peut aller chercher de l'aide et on nous aide. Si on est là, c'est pour vivre mieux et non pas régresser. Regina. Oh, c'est parti, maman. Alors, qu'est-ce que vous retenez ou qu'est-ce que vous avez, quels sont les messages qui vous ont le plus frappé en écoutant cette vidéo? Et c'est très émouvant d'écouter comme ça leur récit, là en France. Euh, moi, en tant qu'immigrante également, il y a plusieurs années, c'est- c'est pas que ça rappelle, mais ça fait écho à à des sentiments de perte. Les deux personnes ont des défis dans leur pays. Donc, on imagine qu'est-ce qu'elles ont subi à leur arrivée dans la nouvelle communauté, en ayant la famille en arrière. J'ai trouvé ça très, très touchant. Ouais. Je crois que, La dame commence par dire... Oh, pardon, allez-y, allez-y. non, non, j'allais finir par dire que on voit également elles ont quand même fait preuve de résilience, hein. La première, elle dit qu'elle est passée par la dépression. La deuxième, elle a vécu des violences familiales. Elle a vécu également une agression. Donc, on voit quand même que ce sont deux personnes qui ne se sont pas laissées abattre par la situation. Parce qu'arriver dans un nouveau pays, j'imagine qu'elles ont beaucoup d'espoir, hein. Donc, elles ont tout fait pour se rééquilibrer, je dirais. Ouais, ouais, Mélanie, vous voulez... Ouais. Ben, moi, je voulais dire le courage, parce qu'en étant une mère, je suis une mère célibataire avec 2 enfants, puis le courage qu'ils ont de mettre ben, quand tu es en dépression, je pense que c'est quelque chose qui est très dur à admettre dans une société comme de nos jours. Surtout culturellement, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Donc, je pense que c'est le courage que ça a pris. Puis, comme qu'elle a dit aussi, là, j'ai oublié son nom, Georgette. Ouais. Et la première commence par dire, pour les enfants, je ferai tout.
Donc, comme parents, on sait, on dit, ben, pour les enfants, je ferai tout. Mais ici, c'est plus que même pour les enfants, je ferai tout. C'est qu'elle a laissé carrière, famille, tout ça, et disons, bouleversement au niveau conjugal, parce que le mari doit retourner, parce que ils arrivent et ils se rendent compte que c'est pas ça ne va pas aller si tous les deux restent ici. Donc, il faut qu'un retourne au pays travailler, bon, et qu'elle elle continue à vivre avec les enfants ici. Donc, une dynamique familiale nouvelle, non seulement dans un pays nouveau, une nouvelle culture, mais elle doit être maintenant seule aussi avec les enfants. Et puis enceinte parce qu'elle accouche après. Donc, tout ça, ce sont des choses dont on ne va pas souvent parler de cela. Et comme Mélanie l'a souligné, ce courage-là disons, je ne sais pas si c'est Mélanie ou Georgette, la résilience. La résilience dans, vous savez, c'est une réalité j'ai choisi cette vidéo parce que c'est très fréquent. C'est très fréquent quand les gens qui viennent comme famille que un se sent obligé de retourner et souvent c'est le père qui retourne et la mère reste seule avec les enfants et là on parle au niveau financier déjà ce que ça peut avoir comme impact mais on parle aussi au niveau culturel parce que les deux vivent maintenant dans deux cultures différentes. Elle est donc la mère qui est à peu près à cheval entre deux cultures. Les enfants grandissent dans la culture canadienne, donc des Canadiens. Vous avez entendu la deuxième, elle a dit, ça c'est une vraie Québécoise. Elle a parlé de sa petite. Elle a dit, c'est une vraie Québécoise. Et vous avez senti même dans l'accent de la fille et l'accent de la mère. Donc, vous savez, tout ça, ça joue. Parce qu'on se retrouve des fois avec des enfants qui vont jouer les rôles d'interprètes pour les parents. Et au point qu'on commence à se demander finalement, quand on voit des choses, jusqu'à quel point ça peut aller, on se dit qui est parent, qui est enfant, quand est-ce que l'enfant va être enfant et quand est-ce que le parent va être parent, parce que c'est l'enfant qui commence à dire à ses parents, mais vous ne vous rappelez pas, le médecin avait dit ça, le médecin avait dit ceci, le médecin avait dit cela. Donc, et ça a un impact sur la santé mentale. On va avoir des enfants qui se sentent obligés de s'absenter de l'école pour accompagner les parents à des rendez-vous parce qu'ils doivent interpréter pour les parents, des parents qui se sentent coupables de demander à leurs parents de venir, à leurs enfants de venir parce qu'ils ont besoin d'interprètes, ou alors qui sentent que c'est nécessaire, c'est beau. C'est plus sûr si mon enfant me l'explique que s'il y a quelqu'un de l'extérieur. Donc, et ça, je sais pas, je vais les répéter peut-être plusieurs fois. Vous allez peut-être finir à me dire, oui, comment? À vous dire, elle va répéter encore la même chose. Ça a un impact sur la santé mentale. Ça a un impact sur la... Ce sont des petites choses minimes, banales, mais ça affecte. Elle, il y a une des deux, je pense, la première, je me rappelle plus son métier, mais la deuxième, elle était dans l'armée, elle était enseignante et elle a dû faire une reconversion professionnelle juste pour réussir à nouer les deux bouts du moins et de façon rapide. Donc, quand quelqu'un arrive comme parent déjà, et quand quelqu'un arrive comme célibataire, il y a une différence aussi là. Le parent, on peut avoir un médecin, mais qui a besoin de nouer vite les deux bouts du mois. Il va chercher, il va devenir préposé aux bénéficiaires parce qu'il a besoin d'un salaire pour ses enfants, pardon, pour prendre en soin sa famille. Et dans la vie de chaque jour, on ne va pas, ce ne sont pas des choses qu'on va nommer comme quoi il y a un besoin disons, un besoin de, disons, se poser la question de c'est quoi l'impact de ce sacrifice-là. Dans les cadres des parents, il y a les parents qui arrivent avec leurs enfants, il y a un grand sacrifice qui est fait. Alors, on va retourner à notre slide.
Excusez-moi, j'aime beaucoup plus avoir une conversation. D'ailleurs, on a dit, on en parle ensemble. Donc, je reviens encore vers vous. Quand vous entendez parler de la santé mentale, à quoi vous pensez? Ça vous fait penser à quoi, la santé mentale? Vous êtes vraiment bavard aujourd'hui? Je vais me lancer. Comme ça va ouvrir la porte à d'autres parents. La santé mentale, un bien-être, un équilibre un équilibre, Mhm. je dirais, entre nos aspirations et la situation dans laquelle on peut être au Ouais. moment. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait dire aussi? Ben, je sais qu'il faut voir les deux aspects, la santé mentale, comment est-ce que, mais c'est pas forcément, est-ce qu'elle est, elle est négative? Elle est, pardon, je n'ai pas saisi. Ou est-ce qu'elle est négative? J'arrive pas à trouver le mot que je veux dire par rapport à ça. Julie, tu sais, quand on parle de santé mentale, c'est pas forcément qu'on n'est pas en C'est bonne santé mentale, voilà. En OK. mauvaise, oui, tout à fait. Mauvaise ou bonne santé mentale. Et on Ouais. fait la Peut vouloir différence dire entre les la deux. maladie mentale et Oui. puis comme parce que quelqu'un peut avoir une bonne santé Bonne santé mentale mentale. malgré avoir un diagnostic d'un trouble mental. Ouais, trouble mental, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, ouais. Ouais, c'est un point important, ça, justement, un équilibre. Et puis, c'est faire la différence entre la santé mentale et un trouble mental. Mhm. Oui, absolument. Pardon, j'ai vu quelques messages dans le chat et j'étais en train de regarder. Donc, d'autres idées sur la santé mentale? Moi, j'allais dire que la santé mentale, ça règle, ça réglemente tout. Et ça, c'est quelque chose que j'apprends à mon âge avancé, que je ne savais pas, parce qu'on apprend tous les jours. Hmm. Parce que souvent, on s'occupe de la santé physique, physiologique, mais on néglige l'autre côté de notre santé. Et souvent, on ne sait même pas. On ne sait même pas. On sent les choses, on sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais hmm, si on n'a pas la conscience de ce que c'est la santé mentale, de son importance, de ce que ça peut être dans nos vies, souvent on ne fait pas attention. Par contre, les moods, là je parle des anxiétés qui viennent, qui partent des petites déprimes, la terreur, ce qu'on a vécu, ce qu'on vit au jour le jour, on se dit ça fait partie de la vie. On ne fait pas attention, surtout si on est jeune, on se dit que c'est rien. Mais comme il y a quelqu'un qui l'a écrit, le corps n'oublie pas. Le corps ne va jamais oublier. Tout ce que le Hmm. corps a connu, ça va revenir. Et souvent, ça peut revenir comme sous forme de quelque chose de mental, de physiologique, mais ça revient. Ça revient. C'est Ouais. pour ça que je dis, si on peut apprendre aux jeunes assez tôt, aux plus jeunes assez tôt, ce que c'est la santé mentale, que c'est pas quelque chose à être stigmatisé, c'est pas quelque chose de mystérieux. C'est aussi bien que tu peux avoir mal à la tête, tu peux être dans un mood qu'il faut s'arrêter et réfléchir et dealer avec. Quand on est jeune, on n'y est pas. Ceux qui sont chanceux, ils sont là. Mais j'ai l'impression que la plupart des gens n'y sont pas. Et merci pour la session. Merci. J'aime bien quelque chose que vous avez dit, le corps n'oublie pas. Ça, c'est quelque chose de très important parce que euh,
on va souvent avoir des gens qui disent mais j'ai toujours fait comme ça, ou je me suis toujours en sortie, ou pourquoi est-ce que c'est seulement maintenant que ça arrive? Mais c'est seulement maintenant que ça arrive parce que peut-être il y a eu une première couche, une deuxième couche, une troisième couche, une quatrième couche. Maintenant, ça pèse. Et l'exemple le plus frappant, c'est la fatigue mentale, le burn-out. Le burn-out, c'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. C'est parce qu'on a tiré, on a tiré, on a tiré, on a tiré un jour, le corps dit, va-t'en, moi je reste. C'est un peu ça. J'aime bien l'expression que vous avez utilisée là de Christ, le corps n'oublie pas. Donc, on va voir un peu la définition selon l'Organisation mondiale de la santé et aussi selon l'Association canadienne de santé mentale. Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit la santé mentale comme un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions de la vie, accomplir un travail productif et fructifier et contribuer à la vie de sa communauté. Dans cette définition, j'aime bien quelqu'un d'autre peut trouver aussi d'autres parties importantes. Moi, ce que j'aime bien dans cette définition, c'est l'état de bien-être. C'est un état général, un peu comme disait Julie, c'est pas parce on peut avoir un diagnostic, mais être quand même bien dans sa santé mentale. Et puis, l'aspect de la contribution, disons, contribuer à la vie de sa communauté. C'est important, ça, se sentir utile. Vraiment, ce sentiment-là d'être utile à sa vie, utile à la société. Et l'Association canadienne pour la santé mentale, elle dit la santé mentale est un élément nécessaire à la bonne santé en général, disons, bonne santé générale et à la qualité de vie. La bonne santé mentale est non seulement définie par l'absence des troubles, comme on l'avait dit, on a dit tout à l'heure, par l'absence des troubles et des problèmes mentaux, mais également par la présence des diverses aptitudes d'adaptation, comme l'aptitude à surmonter l'adversité et la flexibilité et l'équilibre. C'est que on voit ici un peu tout ce qu'on a dit jusque-là, c'est que l'immigration, c'est pas juste, voilà, j'ai eu le visa, j'ai eu le logement et j'ai un travail. Il y a beaucoup d'autres éléments qui entrent. Jusqu'à quel point est-ce que je me sens bien? Je me sens bien dans ma vie, je me sens bien dans ma peau. J'ai la capacité de surmonter les adversités. Et puis, comment est-ce que je surmonte justement ces adversités? Parce qu'on peut surmonter les adversités, mais le corps garde les marques. Quand on dit le corps n'oublie pas, le corps garde les marques. Donc, plus on en subit, à un moment, ça finit par avoir un impact. Disons, un impact qu'on va ressentir. Parce que l'impact peut toujours être là, mais tant qu'on ne le ressent pas, on pense que ça va bien et la vie va de l'avant. Voilà, ça c'est une image que j'aime bien présenter du modèle de santé mentale comme un continuum. C'est que on considère vraiment, c'est mieux faire la différence entre un trouble mental et la santé mentale. C'est que on est en bonne santé. Quand on dit qu'on est en bonne santé physique, ça ne veut pas dire qu'on est zéro germe, qu'on n'a on n'a pas de germes du tout dans le corps, mais c'est juste que ces germes-là ne sont pas nombreux pour déséquilibrer quand même la bonne santé physique. Donc, la santé mentale, c'est aussi la même chose. C'est un continuum. Il n'y a pas, on est en bonne santé, du coup, on est en bonne santé mentale, donc du coup, tout va bien, il n'y a pas de contrariété ou quoi. Des questions de... Il n'y a pas de questions, hein? Ok, on continue. Alors, ici, on vient maintenant au point de santé. J'ai une question. Oui? Je m'appelle Xavérine. Alors, je m'excuse, je suis venue un peu en retard. On parle beaucoup, après certaines catastrophes,
la capacité d'adaptation du corps humain, de Mm. l'organisme, je pense qui est comme une sorte de taux-guérison. Jusqu'à quel point, je ne sais pas si c'est dans le même domaine, jusqu'à quel point ça s'est vérifié et comment est-ce que ça peut protéger l'individu contre les traumatismes subis? Merci. Pardon, vous parlez des catastrophes, vous pouvez reprendre un peu votre question, s'il vous plaît? Oui, on parle souvent, j'ai entendu souvent parler après que quelqu'un ait subi des traumatismes violents et tout, que c'est pas nécessaire, c'est bien de suivre comme par exemple une thérapie, mais qu'il y a aussi la capacité du corps humain qui est comme l'auto-guérison, comme avec le temps, avec l'expérience et l'environnement dans lequel on vit, qu'il y a la capacité que l'organisme peut, je ne sais pas si on peut dire, peut retrouver l'état normal dans lequel il était avant le traumatisme, mais on parle souvent de la capacité d'auto-guérison de l'organisme, mais je ne sais pas si c'est vraiment, ça va directement avec la santé mentale. Merci. Merci. Oui. Donc, l'auto-guérison, d'abord, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. L'auto-guérison, oui, c'est quelque chose qui est réel. Les gens peuvent s'en sortir, peuvent guérir des traumatismes avec le temps, tout ça. Mais il y a l'aspect individuel. Il y a les aspects internes à la personne, sa capacité de résilience, justement, par rapport à ces traumatismes-là, est un élément à prendre en compte. La société, comment est-ce que la personne est entourée? C'est quoi l'apport, justement, de cet entourage-là de la personne dans les processus? C'est aussi un élément important. Cela dit, c'est la répétition du traumatisme aussi peut empêcher l'auto-guérison. C'est pas parce que la personne a une bonne capacité de résilience ou elle est bien entourée que rester longtemps dans une situation traumatique, voilà, ça va aller de soi. Donc, c'est là plusieurs éléments à prendre en compte qui vont dépendre d'une personne à une autre, de la durée du traumatisme, mais aussi en fait, si je peux dire de façon courte, les éléments internes et les éléments externes et la durée. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre question, mais sinon, ça rentre effectivement, ça rentre vraiment dans le domaine de la santé mentale, oui. Je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à votre question. Oui, ça va. Merci beaucoup. Ouais. D'autres questions? Sinon, bon, on avance. J'ai envie de dire, on parle souvent de l'immigration, mais c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Il y a une partie qu'on ne prend pas, dont on ne parle pas souvent, c'est la partie que moi j'appelle émigration, donc émigrer, le fait de sortir de son pays pour aller, ce mouvement-là de sortie pour aller dans le pays d'accueil et le pays où on choisit d'aller vivre, mener sa vie. C'est que cette partie-là est importante. Pourquoi? Parce que selon les situations, elle peut avoir un impact majeur dans les autres étapes. L'étape d'intégration, disons, l'étape d'arrivée, et puis l'étape d'intégration, et puis le reste. Prenons les cas, quelqu'un qui part, je donne juste un exemple comme ça, mais ce sont des choses qui arrivent. Quelqu'un qui part de son pays parce que, voilà, il va chercher une vie meilleure au Canada. On est au Canada, donc je parle du Canada. Et que, en partant, par exemple, cette personne-là, ses parents ont dû vendre leur maison pour lui trouver l'argent nécessaire pour
réussir le processus, s'intégrer au Canada. Et quelqu'un qui a fait ses économies, il a eu assez d'argent, il décide d'aller vivre au Canada. Vous pensez que ces deux personnes-là, en arrivant au Canada, ils vont vivre de la même manière? Ils vont avoir un impact, l'impact est différent. L'autre a des dettes, il a la dette familiale. On a vendu une maison, les parents sont devenus peut-être des locataires. Donc, ils attendent. Alors, en dehors de ça, c'est juste un exemple au niveau financier que je donne, mais il y a d'autres situations aussi de pertes. On a parlé, Georgette nous a parlé de son expérience personnelle, de quand elle partait, un peu le vide que ça créait pour la famille qui reste, mais aussi pour elle-même qui part un peu à l'aventure sans savoir. Donc, il y a des deuils qui se font. C'est des deuils sans perte de vies humaines, mais c'est un processus de deuil quand même, de partir de... il y a Mélanie aussi qui avait parlé quand même de ce sentiment-là de perte. Oui, tu rentres dans l'avion, tu es content ou contente, mais tu ne sais pas vraiment à quoi t'attendre là où tu arrives. Il y a des traumatismes qui vont être liés à cela, selon, pour aller un peu dans le sens de la question qui était posée ici, il y a des traumatismes selon la capacité de résilience de la personne. Juste le fait de se retrouver dans un milieu comme ça, seul, sans aucune expérience, d'avoir été si loin de son milieu, ça peut être déjà un événement difficile qui peut mener jusqu'à la dépression. Parce qu'il y a ce risque-là d'isolement. Là, j'ai mis un élément là, stress et pression, les attentes élevées, la famille qui vend, par exemple, sa maison, la maison plutôt familiale, pour que un d'eux aille vers une vie meilleure, qui va aider les autres? Donc, ils sont en train d'attendre les résultats. Tu ne vas pas venir, tu ne viens pas au Canada pour commencer à leur dire, oh, la vie est difficile ici. Non, on a sacrifié beaucoup de choses pour toi, donc tu es obligé d'aller. Il y a le point, je vais aller tout de suite au dernier point qui parle d'identité. Quand on est particulièrement dans des milieux où les liens sont très forts, il y a une certaine identité aussi qu'on porte par rapport à notre milieu. Et on se déplace, on arrive dans un autre milieu, l'identité change un peu. On était grand frère d'eux, on était grande sœur d'eux, petite sœur d'eux, tante d'eux, amie à. On se retrouve dans un milieu où on dit, ben, je ne sais même pas si mon voisin ou ma voisine, c'est qui. Je ne le connais pas. Ah, on se salue, oui, mais on parle, mais on n'a pas le même langage. Je parle du langage... le mot ne me vient pas. Il y a certains, il y a le langage, disons la communication verbale, mais il y a certaines choses qu'on se comprend sans expliquer. J'ai souvent eu ce commentaire, en fait, c'est ça m'a fait penser à cela justement quand j'écrivais ça. J'ai déjà eu des clients qui arrivent et qui me disent, là, je sens que je n'ai pas besoin de t'expliquer, tu comprends. Et des fois, moi, je vais aller dans, OK, qu'est-ce que je comprends? Qu'est-ce que tu penses que je comprends? Juste pour savoir si on est sur la même longueur d'onde. Mais ici, c'est juste pour vous dire, c'est quand même, il y a une définition de soi qui change aussi avec le déplacement. Et puis, il y a justement les processus d'intégration, les chocs culturels, tout ça. On arrive, mais c'est pas encore fini. Il y a encore les procédures à entamer en étant sur place. Est-ce que ça réussit, ça ne réussit pas? Quand on arrive comme résident permanent, on n'est pas dans la même situation que quelqu'un qui arrive comme réfugié. Et même quand on est réfugié, les processus ne sont pas toujours les mêmes pour tout le monde. Et quand on est étudiant international, encore, tout ça, donc il y a le risque justement de se sentir isolé de plus en plus et de pas avoir
de pas sentir que quelqu'un comprend ce que je vis, de se sentir seul dans son expérience. Au niveau professionnel, on va trouver souvent des cas de personnes qui avaient des emplois fixes et même bien rémunérés et qui se retrouvent soit à retourner aux études, soit à aller chercher un travail, un boulot vite fait parce que il faut nourrir ses enfants. Vous l'avez vu avec la vidéo qu'on a vue là, la dame qui dit qu'elle a été militaire dans son pays, ou l'autre, d'ailleurs la première aussi, quand elle dit qu'elle a fait des études, mais suite à l'instabilité, disons l'insécurité dans le pays, elle avait tout perdu, donc elle prévoit quelque chose pour ses enfants. Donc, du coup, sa carrière à elle, elle accepte de sacrifier cela. Un élément, quelque chose qui arrive aussi, c'est la définition des rôles. C'est pas toujours pareil. On va trouver un pourcentage élevé, par exemple, des divorces dans les couples des familles immigrées qu'on en trouve dans leur pays d'origine. Parce qu'ils arrivent, le rythme de vie est différent. Par exemple, dans le pays d'origine, c'était facile, la femme reste à la maison, le mari travaille il subvient aux besoins de la famille, mais ils arrivent ici, les deux doivent travailler, donc ils doivent redéfinir leur rôle d'une certaine manière, ou même si elle ne travaille pas, je parle du cas de la femme, même si elle ne travaille pas, la dynamique relationnelle, la dynamique dans la société n'est pas forcément la même. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait, mais tu sais, chez moi, je peux rester seule à la maison, mais je ne me sens pas seule parce que je suis assise dehors, je vois les voisins, je parle aux voisins. Mais ici, je suis dans les 4 murs. Donc, ça a un impact sur ma santé. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'on a besoin de prendre en compte. Ça va? Est-ce que vous me suivez toujours? Vous êtes toujours avec moi? Oui. Oui, on est là. Vous êtes toujours là? Okay. Donc là, je vais vous partager, je vais partager avec vous une deuxième vidéo juste pour voir un peu par rapport à ce que ça implique aussi au niveau professionnel les pertes que les personnes font ou les sacrifices que qu'on fait justement pour justement avoir la vie meilleure qu'on est en train de chercher justement à travers l'immigration et que ça peut avoir un impact sur la santé mentale. Donc, vous allez me dire aussi là si vous avez les sons. Encore une fois, vous allez m'excuser, on est toujours au Québec. J'aime le Québec. Ça va les sons? Pourquoi on parle des Africains? Parce que depuis une année, l'accent est mis sur les réfugiés syriens. Pourquoi pour eux c'est plus difficile l'adaptation? Leur parcours migratoire, leur insertion socio-professionnelle. On découvre tout de suite leur vie au Canada. Quand on vient, souvent on déchante un peu. Tout le monde le dit, hein. On déchante un peu, on se dit mais qu'est-ce qu'on fait ici? Tu viens pour tes enfants ou lorsque tu sais que toi tu acceptes reprendre tout à zéro. Sinon, je t'assure, c'est mieux pour toi de rester chez toi. Alors bonjour, mon nom c'est Baldé Ibrahima, je suis originaire de la Guinée. Je m'appelle Mboussiriou Diallo, c'est assez compliqué à prononcer pour certaines personnes, mais c'est facile en général.
Mon nom c'est Didier, puis je viens du Bénin, qui est un pays en Afrique de l'Ouest. Je suis arrivé au Canada depuis mars 2013. Et je suis ici depuis 6 ans bientôt, en novembre, le 12 novembre. La situation de l'immigré est souvent difficile à cerner. Des questions restent en suspens. Pourquoi partir? Est-ce un choix ou plutôt une contrainte? Couper le cordon ombilical est pour la plupart des immigrants synonyme de solitude et de sortir de leur zone de confort. La première difficulté reste donc la distance. C'est très loin de chez nous. Maintenant, avec le téléphone, IMO et tout, on peut voir les personnes quand on les appelle, c'est beaucoup plus facile. Mais l'éloignement, ça pose beaucoup de problèmes. Mais le plus grand obstacle des Africains se trouve surtout dans l'insertion professionnelle. Quand vous allez pour chercher un emploi valorisant ou peut-être dans votre domaine, soit vous êtes trop qualifié pour cet emploi, soit vous n'avez pas l'expérience québécoise. Si tu ne parles pas anglais à Montréal, dans certains domaines comme les centres d'appel, c'est difficile de trouver du travail. C'est ce qu'on fait ici de mieux. Ce pas des personnes qui prennent la place de ceux qui sont déjà là, mais qui viennent plutôt créer encore de l'emploi. C'est des gens qui vont consommer, c'est des gens qui vont faire comme tout acteur économique, toute personne dans la population vont être des acteurs économiques. La solution à leur situation est plusieurs fois d'accepter de retourner aux études. Il faut refaire une formation. Et quand on est immigré, quel que soit son niveau d'études, quelles que soient ses compétences, c'est souvent difficile de franchir une barrière qu'on appelle en fait, si tu veux, le plafond de vitre, qui n'est pas visible, mais qui est là. Je suis ici, je travaille au Petro-Canada, puis je fais beaucoup de travail ici pour m'intégrer, puis j'ai commencé à faire des formations. Ça n'a pas été toujours très facile. Être déçu que je ne pourrais pas aller directement dans mon domaine, il faut passer par-ci, passer peut-être par la manufacture avant de pouvoir s'en sortir un peu et de chercher maintenant à mieux s'établir. Ça peut s'avérer difficile. Mais puisqu'on me demande l'expérience québécoise, puisqu'on me demande un diplôme québécois, eh bien, je vais à l'école, je vais chercher les compétences lorsque je peux. Dès la première semaine, j'ai fait toutes les démarches pour la semaine d'intégration, qui est quand même importante pour ceux qui arrivent, comprendre un peu la mentalité, comprendre le fonctionnement, la société québécoise, et ainsi de suite. Collectif, bonjour, comment puis-je vous aider? Les centres d'expertise pour l'intégration des immigrants peuvent être essentiels à leur adaptation. Les personnes comme telles n'ont pas plus de difficultés à s'intégrer que les autres. Maintenant, par contre, ils peuvent avoir plus de difficultés à se trouver un emploi parce qu'ils sont noirs. Il y en a qui ne sont pas très éduqués, etc. Mais ceux-là, ici, ils ne sont pas là. Ils restent en Afrique. Même avec les difficultés, le multiculturalisme du Canada semble plaire aux Africains de tous les 4 coins du continent. Parcourir le monde, quitter chez soi, que ce soit pour les Africains, que ce soit pour les Indiens, que ce soit pour les Chinois, Asiatiques, n'importe qui, ce n'est pas chose aisée de quitter chez soi pour tout reprendre ailleurs. Ici, je vais passer directement aux commentaires. Ce que je trouve, pourquoi j'ai montré cette vidéo, c'est par rapport pour faire, disons, attirer l'attention sur les discours. Il y a bien sûr tout l'aspect de sacrifice qui n'est pas différent un peu de la vidéo qu'on a vu avant, mais il y a l'aspect pourquoi je parle de l'aspect du discours, c'est parce que la manière qu'on interprète son expérience, ça a un impact aussi, ça a un impact sur nous, ça a un impact sur nos émotions, ça a un impact sur notre comportement aussi. Donc, c'est sûr, il y a le sacrifice qui est fait et comment tirer du positif. Comment tirer du positif. Donc, dans notre propre expérience, on a besoin de ça aussi, savoir, OK, c'est sûr, les défis sont là, mais qu'est-ce que
qu'est-ce que moi je peux faire? Comment est-ce que je peux tirer ce qui est positif de ces défis pour justement les surmonter? Parce que vous avez entendu, ils ont parlé, tous les trois parlent quand même de l'expérience, disons, le fait qu'on demande quelque chose qu'ils n'ont pas, l'expérience québécoise dans ce cas-ci. Mais ils partent aussi du même fond, de dire, OK, j'accepte de recommencer tout à zéro. Donc, c'est sûr, c'est difficile quand même quand on a eu déjà une profession de recommencer tout à zéro. Mais comment est-ce que je peux faire? Comment est-ce que je suis déjà là? Comment est-ce que je peux contourner ça? Comment est-ce que je peux en faire quelque chose, une richesse plutôt qu'une vulnérabilité? Est-ce que vraiment tout est fermé? Ça, ce sont des questions importantes quand on se retrouve dans une situation justement d'immigré, on a besoin de se poser. Et si on se retrouve dans le cas, par exemple, quand j'ai mon autre chapeau où j'aide les gens qui sont justement issus de l'immigration, c'est voir un peu, est-ce que tout est si noir? Est-ce qu'il y a quelque chose de positif on peut tirer de cela? Donc là, on va revenir à notre... c'est bon? Ouais. Des questions par rapport à ça ou des commentaires? Je sais que je suis passée directement à mon commentaire à moi, mais je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires que vous voulez, que quelqu'un veut faire. J'ai un commentaire. Oui. Je travaille dans les écoles et je travaille avec les personnes nouvellement arrivées. Alors, quand vous avez dit tout à l'heure comment on peut vendre la propriété qu'on avait en Afrique ou d'autres biens pour pouvoir immigrer au Canada, là, je me retrouve souvent devant les familles. Devant les familles, pour la plupart, c'est les résidents permanents. On leur donne, donc, pour venir, en fait, ils sont recrutés comme des travailleurs qualifiés. Durant le processus de leur recrutement, on leur dit, venez au Canada, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Donc, la plupart sont des ingénieurs, ils ont une maîtrise, ils ont un doctorat. Et ils croient à ce qu'on leur dit. Peut-être ils ne mentent pas. Je ne sais pas comment le dire. Ils arrivent ici, prêts à commencer le travail, prêts à aller dans leur domaine. Parce que pendant la campagne de recrutement, c'est ça qu'on leur dit. Venez au Canada, il y a tout. Donc, ils sont recrutés comme travailleurs qualifiés. Mais arrivés ici, j'ai rencontré une famille qui est là depuis 3 mois, qui me disent, on avait une maison, là, on est en train de louer un appartement à peine assez pour nous. On a même eu de la difficulté à le louer, à l'obtenir, parce qu'ils nous demandent l'histoire de crédit au Canada, ils nous demandent d'endossement, ils nous demandent de ceci ou cela. Donc, non seulement on perd les repères et le statut change de façon drastique, mais aussi la plupart des familles que je rencontrais, peut-être les 2-3 mois, les 2-3 derniers mois, ils me disent, on est vraiment désabusés, on est vraiment frustrés par rapport au gouvernement canadien qui recrute tout en sachant qu'il n'y a pas de travail. On avait une vie là-bas, mais ici, on se retrouve presque des chômeurs, presque des sans-abri. Donc, c'est juste un commentaire et quand vous travaillez avec les gens comme ça, à un certain moment, vous êtes comme impatient, impuissant parce que on voit la situation et on voit ce qui arrive et puis il y a beaucoup de politiques gouvernementales au niveau fédéral, au niveau provincial. Il y a des métiers protégés, il y a pas mal de choses, mais moi, dans ce que je fais, la tendance, c'est ça. Ils arrivent
en ayant eu une vie normale, aisée dans leur pays d'origine. Et arriver ici, la plupart vraiment font face à un grand problème de stress et de dire, on est là, les enfants sont là, on ne peut pas reculer, on est là pour nos enfants, mais comment est-ce que nos enfants vont être heureux? Sinon, nous-mêmes, on ne sait pas quoi faire. Donc, c'est ça, c'est juste un commentaire que je donnais. Merci. C'est un bon commentaire, ça, parce que je l'ai même mis dans, voilà, même dans la slide qui suit là, c'est vrai que les travailleurs, ceux qui viennent comme travailleurs qualifiés sont beaucoup plus à risque, justement, d'avoir des problèmes de santé mentale, des problèmes d'estime de soi, des dévalorisations, dépression, tout ça. Euh, Parce qu'il y a justement cette idée-là de je vais aller comme travailleur qualifié, la procédure pour moi pour entrer est différente de celle des autres. Donc, et puis ils arrivent, oui, ils sont désenchantés, comme vous dites. Euh, ils sont, c'est vrai que ça donne vraiment un sentiment d'impuissance. Euh, Ils ont, pour la plupart des cas, tout vendu, disons, tout abandonné sans la possibilité de recul. Alors, on va, on va voir ça un peu plus loin. Moi, ce que je suggère dans des situations pareilles, c'est mieux que ces gens de personnes ne restent pas, disons, les orienter vers les centres communautaires disons, des centres communautaires publics, mais aussi communautaires, juste qu'ils ne se retrouvent pas seuls, qu'ils ne soient pas seuls dans cette situation-là, parce il y a quand même des organismes qui essayent, qui travaillent et qui essayent d'aider, ne fût-ce qu'à travailler, à rehausser un peu l'estime de soi, parce que justement, ils sont beaucoup affectés, plus que vous avez entendu dans la vidéo qu'on a suivie, pour quelqu'un qui n'avait pas d'emploi ou qui n'a pas étudié, particulièrement quelqu'un qui n'a pas étudié, les attentes sont aussi, les attentes personnelles, je veux dire, au niveau de l'emploi, sont moindres que quelqu'un qui était déjà ingénieur ou médecin et on en trouve des médecins qui deviennent, par exemple, des chauffeurs de taxi ou médecins qui commencent à travailler comme infirmières. Donc, c'est parmi les gens qui ont fait plus d'études, les gens qui sont qualifiés sont beaucoup plus à risque. Donc, c'est important quand même prendre ça en compte parce que même si ils arrivaient à trouver un travail dans leur domaine, ils doivent retourner aux études d'abord. Ils doivent d'abord retourner, ils ne peuvent pas juste commencer comme ça, ils doivent d'abord retourner aux études. Donc, du coup, ça fait un grand choc. Mais merci pour le commentaire. Donc, ici, on parle des facteurs externes et facteurs internes qui ont un grand impact aussi sur la santé mentale. Et un des facteurs, des fois, on les dit souvent, on les dit en riant, mais c'est quand même important déjà, c'est le climat. Le climat n'est pas toujours un élément facile pour l'adaptation, l'intégration. Et puis, on a parlé bien sûr de style de vie, c'est comment les gens vivaient avant dans leur pays et comment ils vivent ici. Quelqu'un qui vit, quand je pense par exemple, je donne juste un exemple de mon pays, le Congo, où facilement on peut faire garder les enfants par les voisins. On n'a pas besoin, on est bons voisins, ben, et jette un coup d'œil, là, mes enfants sont là, mais les enfants sont dehors, ils jouent, et puis c'est tout. Et puis, arriver au Canada où on peut pas faire ça, à moins qu'il y ait vraiment une très bonne relation avec le voisin pour faire garder les enfants. Il y a une cousine, un neveu, une nièce plutôt qui peut venir aider. Euh, euh, Ici, c'est pas le cas, donc ça renforce justement le sentiment de solitude.
Euh, la- j'ai parlé tout à l'heure, j'avais évoqué un peu l'importance de quel genre de valeurs culturelles est-ce qu'on vient. Est-ce que c'est un système communautariste, individualiste? Quand on vient de cultures communautaristes, certains problèmes de santé mentale sont pris en charge déjà par la structure de la communauté, sans qu'on se rende compte des choses du genre quelqu'un qui s'est enfermé facilement, il y aura des gens qui vont aller s'intéresser, pas seulement les membres des familles, même d'autres personnes, ça peut être des gens du quartier, ça peut être un cousin, une tante, un oncle qui vient, euh, ça arrive qu'on dise, par exemple, prenons les cas, il y a un enfant qui commence à vivre un peu son temps rebelle et que les parents n'arrivent pas facilement, ils vont, par exemple, dire à un autre membre des familles, cousin, cousine, tante, oncle, frère, sœur, il dit, écoute, j'ai un peu des difficultés avec tel enfant, est-ce que, voilà, il y a ceci qui se passe, est-ce que tu peux parler avec lui sans que l'enfant le sache, sans que la personne concernée le sache. Et puis, la personne qui va aller parler, il a tout le pouvoir d'aller parler à cette personne sans forcément dire. Il peut le dire, il peut le faire ou non, qu'on m'a dit. Il peut tout simplement dire, je constate. Et personne ne va remettre ça en question. Donc, et voilà que c'est un peu comme on dit, l'enfant est élevé par la communauté, par la société, et cette personne-là va se retrouver dans un milieu où, à part sa petite cellule, si vraiment il a la cellule familiale, donc euh, sinon seul à faire face à tous ces défis disons, de l'éducation de ses enfants. Et puis, le fait d'être à cheval entre deux cultures. Parce que les enfants, ça c'est particulièrement pour les parents qui ont des jeunes enfants, les enfants vont à l'école, ils vont dans les activités sportives, ils voient leurs amis, comment ils agissent, comment ils font, ils apprennent ça. C'est leur génération, ils apprennent ce mode de vie et ils arrivent à la maison, c'est comme peut-être, c'est à peu près un autre pays où les choses se font d'une autre manière et puis on va se retrouver souvent avec les parents qui disent, mais je ne sais pas quoi faire, je ne reconnais plus mes enfants, j'ai l'impression qu'on parle deux langues différentes, tout simplement parce que ils sont maintenant, les enfants sont à cheval sur les deux cultures, mais ils vivent dans un pays qui domine. Donc, c'est la culture du pays d'accueil qui est dominante par rapport aux enfants. Les parents, bien qu'ils s'efforcent à l'intégration, ils ont quand même leur bagage culturel. Donc, ce sont des choses à prendre en compte. Des fois, on va avoir des personnes qui vont dévaloriser leur euh, comment leur culture d'origine ou qui vont dévaloriser la culture du pays d'accueil, ce qui va rendre difficile l'intégration. C'est quand même un élément important. Là, la dévalorisation des statuts, on vient d'en parler, particulièrement pour les travailleurs qualifiés, mais aussi pour d'autres qui ne sont pas travailleurs qualifiés, qui ne sont pas rentrés comme travailleurs qualifiés, mais qui avaient quand même un statut, un niveau de vie quand même assez élevé et qui se retrouvent à courir à gauche, à droite et, disons, pour nouer les deux bouts du mois. Un élément externe que là, je le dis comme ça, je n'ai jamais réussi à comprendre pourquoi c'est comme ça, mais c'est quand même quelque chose qui revient souvent. C'est le fait que les gens vont souvent parler qu'au Canada, on a besoin de 2 emplois pour vivre. Donc, tu ne peux pas juste te contenter d'un seul emploi, il faut un deuxième emploi. Alors, quand on a des gens qui font, par exemple, prenons les cas préposés aux bénéficiaires et qui doivent travailler dans
ils partent de la maison, je ne sais pas, à 4 heures du matin, 5 heures du matin, ils vont travailler jusqu'à 15 heures. À 15h30, ils commencent dans une autre agence qui vont finir jusqu'à minuit. Donc, leur vie, c'est entre travail, dodo, travail, dodo. Il n'y a plus d'éléments, il n'y a plus d'autres centres d'intérêt dans leur vie, tout simplement par manque de temps. Et si par malheur, ces gens-là avaient des projets d'études ou pour reprendre, prenons les cas, on parlait des travailleurs qualifiés, pour reprendre leur niveau de vie qu'ils avaient avant, c'est complètement perdu. C'est perdu parce qu'ils n'ont, non seulement ils n'ont pas le temps, ils n'auront pas assez d'argent, ils n'auront pas, encore pire, ils n'auront pas d'énergie pour ça. Donc, ce sentiment-là, ils vont vivre facilement le sentiment de non-réalisation, autoréalisation. Dans les facteurs internes, il y a la dynamique de couple avant et après, comme je dis, les rôles, comment est-ce que les rôles étaient définis avant, comment est-ce que les rôles sont définis après, le rapport des genres, tout ça, parentalité, sont les éléments que j'ai évoqués déjà là. Comment est-ce qu'on élève les enfants, est-ce qu'on continue à les élever de la même manière, qu'est-ce qui change, c'est quoi les compromis qu'on trouve, tout ça. Après, il y a bien sûr les réalités, comme je viens de le dire. En fait, ce diapo, on a déjà pas mal parlé des éléments qui sont évoqués ici. Donc, les rêves versus la réalité, les conflits intergénérationnels, santé mentale, ici et ailleurs. Comment est-ce qu'on considère la santé mentale ici? Comment est-ce qu'on considère la santé mentale ailleurs? Facilement, on peut se retrouver dans des cas de violence. Parce que, voilà, il y a une frustration personnelle et du coup, on se retrouve à vivre des violences, des couples qu'on va entendre dire, mais on n'a jamais eu des problèmes de violence avant. Et voilà que maintenant, alors qu'on est ici où les choses doivent aller mieux, on se retrouve à vivre des situations de violence où les systèmes doivent venir intervenir dans le couple. Maintenant, ce que je voudrais évoquer ici, je ne sais pas si ça concerne tout le monde ici ou, disons, de façon personnelle, ou vous en avez déjà entendu parler peut-être auprès des personnes que vous côtoyez. Les sujets de santé mentale n'est pas toujours un sujet facile. C'est pourquoi je dis c'est bien qu'on ait des webinaires comme celui-ci. Même quand je dis c'est pas un sujet facile, je parle pas seulement des cultures où on ne parle pas de santé mentale, mais même ici au Canada, c'est pas facile de dire je vais voir, je suis en train de faire une psychothérapie. C'est pas tout le monde qui le dit facilement. C'est pas dans tous les contextes où on le voit facilement. Moi, je fais la thérapie de couple. Il m'arrive des fois qu'un de conjoints vient demander la thérapie de couple, mais l'autre ne veut pas venir parce qu'il ne voit pas à quoi ça sert, il n'a pas de problème et que il suffit seulement de travailler fort et ça va aller. Et ça, c'est ma réflexion personnelle. Je me dis, une des choses aussi qui encourage peut-être, et ça, c'est le système lui-même tel qu'il est fait, parce que pour aller chez le médecin, on n'a pas besoin de réfléchir 2-3 fois. On va avec sa carte, voilà, tout est fait. Mais quand on va voir un psychologue, psychothérapeute, on a besoin de regarder sa poche. Est-ce que c'est suffisant? Ça va payer ou quoi? Donc, du coup, ça réduit aussi la possibilité pour les personnes de consulter. Il y a des cultures où le problème de santé mentale, c'est un tabou. Disons, tabou dans le sens qu'on n'en parle pas. La dame qui nous a parlé de son conjoint qui a dû retourner au pays, elle a dit,
D'ailleurs, je pense que les deux, avec l'approche transculturelle, on les a aidés à trouver les mots. Ça, c'est une réalité qu'on va avoir souvent avec la population issue de l'immigration. Nous n'avons pas toujours les mots pour décrire ce qui concerne notre malaise au niveau mental. Parce que culturellement parlant, ce ne sont pas des mots qui existent euh, dans les langues locales. Donc, du coup, à cause de ces difficultés-là, des fois, les gens vont avoir du mal à aller demander de l'aide. Donc, moi, juste un exemple, pour moi, quand je travaille justement avec des personnes issues de l'immigration, j'ai fait un peu de l'éducation aussi pour expliquer, voilà, ce que tu dis, ah, ça doit être ceci, ça doit être cela, c'est comme tristesse pour la dépression et tristesse pour l'anxiété. Ça s'explique de deux manières différentes. Donc, à partir de l'explication, je peux réussir à trouver les mots, un peu comme on l'avait dit. L'objectif, c'est d'arriver aussi à mettre les mots sur ce qu'on est en train de vivre. Et toujours par rapport à la santé mentale comme un tabou, dans des sociétés communautaristes, c'est que étant donné que des petits problèmes de santé mentale sont pris en charge, comme je disais, par l'organisation même de la société, pour aller voir les psychologues, c'est seulement quand c'est devenu très sérieux. Donc, du coup, il y a cette idée-là ou ces préjugés-là de aller voir les psychologues signifie que je suis fou ou folle. C'est pas juste facile que j'aille comme ça chez les psychologues pour parler des problèmes que je suis en train de vivre et voir comment trouver un équilibre. C'est plus vraiment vu dans le sens d'équilibre. Donc, c'est devenu vraiment plutôt un problème de folie. Donc, vous voyez, ça devient encore une autre barrière. Donc, il y a la barrière financière. D'abord, il y a la barrière culturelle parce que, comme culturellement parlant, c'est pas dans les habitudes. Il peut y avoir la barrière financière, parce qu'il faut payer puis être remboursé si on a les assurances. Et même quand on a les assurances, ce n'est pas toutes les compagnies d'assurance qui remboursent bien. Il y en a qui font sûrement, qui remboursent, et puis ce sont des services qui coûtent quand même cher. Et puis, il y a ceux qui vont rembourser genre 10% de ce qui a été payé. Non. Dans ce cas-là, moi, j'encourage les gens à voir dans les centres communautaires ou alors s'ils ont des programmes d'aide aux employés, de les utiliser parce que ce sont des programmes qui sont là quand même, disons, disponibles. Donc, la santé mentale, c'est une réalité, c'est pas comment, une invention, c'est une réalité dont qu'on doit vraiment prendre en compte. Et souvent, c'est inconnu. Donc, ça rend justement la prise en charge aussi difficile. Il m'arrive des fois d'avoir des gens qui viennent et puis qui me disent oh, donc ces histoires ici, ça marche quand même, hein? Je me sens bien. Non, je sens que déjà, il dit vos histoires. En fait, c'est vos histoires. Vos histoires ici, ça marche, hein? Donc, je me sens bien. Et je ne peux pas vous dire combien de fois il arrive que les gens, ils voient mon nom, surtout les gens qui viennent de mon pays, disent, oh, je ne savais pas qu'il y avait aussi des Congolaises qui faisaient ça. C'est comme, ce n'est même pas qui travaillaient, qui faisaient ça, ces histoires ici, vos histoires ici. Donc, vous voyez un peu la conception déjà qu'il y a au niveau de comment on considère la santé mentale. Donc, du coup, aller demander de l'aide, ça va être aussi difficile. Il y a beaucoup de barrières. Si peut-être ça pouvait être facile avec la carte de santé, tout simplement, et je crois qu'il y aurait eu un peu des portes d'ouverture. Juste une anecdote, vous savez, je travaille avec le programme d'aide aux employés du gouvernement fédéral et c'est intéressant de voir comment le gouvernement insiste sur prenez-vous la santé mentale, c'est important, la santé mentale, c'est important, la santé mentale, c'est important. Et les gens qui travaillent sur la mise en place du programme de santé mentale sont overworked. Donc, surchargés à fond
pas possibilité de prendre des répits. Donc, on se retrouve avec des gens qui travaillent dans le domaine de mise en place de programmes de santé mentale, mais qui sont eux-mêmes en burn-out. Donc, vous voyez un peu pourquoi c'est un sujet quand même qui n'est pas facile. Il y a une vidéo, mais je vais la sauter. Là, on va passer parce que je vois l'heure qui file. Je pense que je parle un peu trop, hein. Donc, ici, je vais tout simplement faire une simple lecture de facteurs, peuvent être des facteurs des risques de protection pour la santé mentale. Donc, il faut vraiment prendre en compte la santé mentale dans son, disons, du point de vue biologique, psychologique et social. C'est important. On ne peut pas juste se limiter à l'aspect, oui, c'est la santé, il faut prendre en charge et c'est tout, mais il faut vraiment tenir compte de tous ces aspects-là pour comprendre ce que la personne est en train de vivre. L'exemple que je donne là de personnes qui, ou même l'exemple que une des participantes a donné de travailleurs qualifiés, on a beau leur parler de, oui, prenez soin de vous, mais si on ne comprend pas un peu ce que les personnes sont en train, ce sentiment-là de trahison que les personnes vivent et rendre ça normal, dire oui, c'est normal. Cependant, est-ce qu'on s'arrête là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? On ne va pas s'arrêter là. Il y a aussi d'autres éléments au niveau personnel. Ça peut être des problèmes de maladie, de capacité de résilience personnelle, tout ça qui vont avoir un grand impact sur la santé mentale. Quelqu'un qui arrive et qui a trouvé un emploi qui paye bien et tout de suite pas de souci de comment nouer les deux bouts du mois, l'impact ne va pas être forcément le même que quelqu'un qui se retrouve, comme l'exemple qui vient de nous être donné là, il avait bien sa maison grand et il se retrouve dans un appartement à partager la chambre, peut-être que les enfants commencent à partager la chambre. Je connais un couple, ça c'est parmi mes connaissances personnelles, où ils sont venus aussi comme ça de l'Afrique du Sud et en étant sur place, bon, le père a dû retourner un peu comme les cas qu'on a vus là. Il dit, ben, la femme reste avec les enfants parce que on veut les bien-être des enfants, mais ils ont fini par tous retourner après parce que non seulement la femme a fait la dépression, mais les enfants ont commencé à vivre vraiment de l'anxiété. En tout cas, au niveau de santé, ils ont eu un grand impact au niveau de la santé mentale qu'ils ont dû décider de retourner d'où ils sont venus. Mais en même temps, c'est retourner un peu pour recommencer encore à zéro. Mais ils disaient que vaut mieux là, au moins on sait, on maîtrise, vous voyez, l'inconnu, on maîtrise la société, on sait à quoi s'attendre, qu'ici, on ne comprend rien, on ne comprend pas grand-chose. Donc, c'est très important d'avoir l'information nécessaire. Il y a des structures maintenant j'ai essayé d'en chercher, mais je n'en ai pas trouvé malheureusement. Il y a des structures quand même qui sont mises en place maintenant pour aider les gens avant même leur départ, pour leur parler un peu de à quoi vous attendre quand vous partez là-bas. Il y a par exemple une Française qui me disait que elle a eu la chance parce qu'elle a rencontré quelqu'un par hasard et parlait aller au Canada. Il lui a dit, surtout ne vends pas ton appartement encore. Vas-y d'abord, vois, et puis tu décides, et puis tu reviens. Disons, tu vas décider ce qu'il faut, justement pour ne pas vivre ce sentiment-là d'être pris, bloqué, qu'on n'a plus de choix que de continuer. Souvent, ce sont aussi il y a un manque de ressources parce qu'il n'y en a pas assez, mais aussi
manque de ressources pour certains parce qu'on ne cherche pas, parce qu'on ne sait pas qu'il y en a. Comme je vous ai dit, il y a des personnes qui me voient, qui disent, oh, OK, je ne savais pas qu'il y avait aussi de Congolais qui faisaient ce travail. Ou, ou alors, oh, je ne savais, ces histoires, vraiment, ça aide. Euh, Souvent, les gens qui vont chercher l'aide vont se retrouver un peu dans ce que moi j'appelle la tour de Babel. C'est que d'ici, on renvoie là-bas, de là, on renvoie là, de là. Donc, ils tournent un peu partout sans vraiment trouver l'aide dont ils ont besoin. Et des fois, ça peut amener au découragement, ces genres de situations. Mais il y a aussi la difficulté à aller au-delà des biais. Donc, surtout des biais inconscients. Quand je parle des biais, je parle des biais soit au niveau des personnes, des immigrés, mais soit au niveau de personnes aussi qui vont offrir les services. C'est important vraiment être conscient. Quand la personne me dit, oh, vos histoires ici, ça aide, on sent qu'il y avait déjà un peu des préjugés par rapport au service. Donc, c'est pas quelqu'un, si elle ne s'était pas retrouvée dans cette situation où elle était finalement KO, en fait, c'est quelqu'un qui est venu me voir parce elle avait besoin d'un arrêt de travail et son médecin ne voulait pas lui donner sans que, il y ait un suivi psychologique. Donc, vous voyez un peu le contexte dans lequel elle est venue. Euh, donc, finalement, à la fin, elle était contente parce qu'elle dit, oh, vraiment, ça aide. Mais il y avait déjà un peu ces préjugés-là ben, ces histoires-là, ça ne nous concerne pas. Bon, santé mentale versus troubles mentaux, on a évoqué déjà cet aspect-là. J'ai mis cette phrase, j'existe parce que nous sommes. Ça, c'est la manière de définir un peu, de comprendre quelqu'un qui vient d'une société, d'un système communautaire. Donc, mon existence a un sens parce que j'appartiens à une communauté, parce que j'appartiens à mon peuple. Si vous m'enlevez de là, j'ai plus de sens. C'est important parce qu'on va avoir des gens qui vont vivre avec, qui vont souvent parler des obligations. Je ne peux pas, je ne peux que, je ne peux pas faire autrement. Par exemple, quelqu'un qui a du mal à nouer les deux bouts du mois, mais il se sent dans l'obligation d'aider quand même un membre de famille qui a demandé, je ne sais pas, l'argent pour faire la fête de fin d'études. Donc, vous voyez un peu le contexte, c'est que tu as du mal à nouer, tu as du mal, tu ne sais même pas comment est-ce que tu vas payer ton loyer, mais tu te sens dans l'obligation d'envoyer l'argent parce que ton frère ou ta soeur ou ton cousin, je ne sais pas qui a demandé l'argent pour faire la fête parce qu'il vient de finir les études. Je donne vraiment, ça c'est un exemple que j'invente comme ça, c'est juste pour vous faire voir jusqu'à quel extrême ça peut aller des fois. D'ici, je n'en vois pas, oui, qu'est-ce qu'ils vont dire, ils vont pas. C'est bien, c'est important de prendre conscience de ces éléments-là. Cette phrase, j'y ai beaucoup réfléchi. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut dire, en fait, dans une société individualiste, peut-être qu'on va dire, j'existe parce que je suis, je pense. C'est ce qu'on dirait un peu. Parce que d'abord, j'aide, oui, mais j'aide après que moi, j'ai satisfait quand même mes besoins. Bon, ça, c'est juste une image que j'ai mis comme ça pour vous expliquer, pour revenir un peu à ce qu'on disait au début, disons, j'appelle l'expérience d'étrangeté, c'est-à-dire ce qu'on a dit, l'immigration, tout ça, le changement, ça amène des sentiments de vivre de l'inconnu et l'inconnu, ça amène l'anxiété, donc, mais beaucoup de gens ne seront pas toujours en mesure de nommer ça, de dire qu'ils sont en train de vivre l'anxiété. Donc, j'ai mis cette image où on est en train de fuir, voilà, qui rappelle un peu l'expérience de COVID. Bon, voilà, pour conclure, c'est que
on a besoin, dans, disons, l'immigration, comprendre un peu c'est quoi les processus mentaux qui a été mis en place, qui a été affecté dans ce processus-là. C'est l'éducation. Donc, l'éducation, c'est pas forcément aller chez quelqu'un pour apprendre, mais ça peut être aussi ses propres lectures, même sur Google, l'impact de l'immigration sur la santé mentale, par exemple. Et puis, le changement, c'est pas quelque chose qui va s'imposer comme ça, c'est quelque chose qu'on a besoin de négocier. On a besoin de prendre un peu tout ce qu'on a, le bagage qu'on a, et faire un mélange avec la nouvelle réalité, la nouvelle pour une bonne intégration. Disons que n'est pas nier ce que je suis, ce que j'ai comme histoire, ce que j'apporte avec moi, mais n'est pas faire semblant non plus, n'est pas rejeter cette nouvelle réalité. Si on veut réussir, on a besoin de faire disons, faire accepter les deux, que les deux cohabitent. Bon, là, je vous mets quelques références, juste comme ça, j'ai nommé les endroits qui peuvent être comme des centres de référence dans les cas de problèmes de santé mentale. Bon, le premier, là, ça concerne le Québec, mais sinon, les autres, c'est beaucoup plus en Ontario. Le Centre catholique pour immigrants, en fait, ça s'appelle encore Centre catholique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est quand même un centre qui accueille tout le monde. Ce sont des structures qui peuvent aider. Et puis, j'ai mis les professionnels en santé mentale. Et j'insiste sur qui sont sensibles à la problématique culturelle. Comme je vous ai dit, ce n'est pas parce que, par exemple, moi, je viens d'une culture donnée que du coup, dans mon approche, j'ai mis une place importante, j'accorde une place importante à cet aspect-là. C'est pas forcément ça. Moi, quand j'ai commencé à apprendre cette histoire d'approche transculturelle, il y avait, comme je vous dis, la responsable du service psychiatrique, elle était elle-même issue de l'immigration, mais les autres, il y avait pas mal des Français, des souches, des Gaulois, mais qui étaient sensibles à cette problématique de la santé mentale, disons de l'aspect culturel, parce qu'on ne peut pas parler de la santé mentale sans vraiment prendre en considération l'aspect culturel. Donc, merci.